Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, petite vidéo autour de la nouvelle Morella d'Edgar Allan Poe. J'espère évidemment que vous avez d'abord relu ou alors vu la vidéo de cette nouvelle avant de vous plonger dans cette vidéo d'explication. Alors très rapidement, je ne vais pas trop entrer dans les détails littéraires, mais tout de même, dans cette histoire où il est question d'un narrateur qui est subjugué par la culture de sa femme, de son épouse, Morella, épouse du reste qui lit des livres plus ou moins recommandables. Alors nous ne sommes pas encore avec l'Unaus Preschlichen Kulton de von Junst, nous ne sommes pas encore avec le livre d'Eibon, ni encore moins le Necronomicon de l'arabe démon Abdul al-Azred, mais on sent bien déjà que la thématique du livre, la thématique de l'ouvrage et des textes interdits commence déjà à pointer le bout de son nez. Et en fait, on comprend bien, dès cette nouvelle, pourquoi, ou du moins comment, Edgar Poe a été à ce point apprécié et adopté par Charles Baudelaire et ensuite par Howard Phillips Lovecraft. Car il y a vraiment des points communs assez saisissants. Alors avant peut-être les points communs, il y a les différences. J'ai trouvé à la lecture de ce texte quelque chose de très particulier, c'est certaines tournures chez Poe ou certaines constructions de phrases. Il va s'amuser en fait à emboîter très souvent des « et ». Des « et » qui sont des sortes de hoquets, en quelque sorte, de hoquets narratifs. On l'a par exemple dans le passage « Dirais-je que j'aspirais avec un désir intense et dévorant au moment de la mort de Morella ?» On va reparler de ça. Ce fut ainsi, mais le fragile esprit se cramponna à son habitacle d'argile pendant bien des jours, bien des semaines et bien des mois fastidieux, si bien qu'à la fin mes nerfs torturés remportèrent la victoire sur ma raison. Et je devins furieux de tous ces retards, et avec un cœur de démon je maudis les jours et les heures et les minutes amères qui semblaient s'allonger et s'allonger sans cesse à mesure que sa noble vie déclinait comme les ombres dans l'agonie du jour. On commence déjà à avoir des « et ». Chose qu'on va retrouver finalement un peu partout dans le texte. Un peu plus loin, nous avons par exemple, à propos de sa fille, « Et elle grandit étrangement en taille et en intelligence, et devint la parfaite ressemblance de celle qui était partie, et je l'aimais d'un plus fervent amour que je ne me serais cru capable d'en éprouver pour aucune habitante de la terre. » Et on a des « et » comme ça, des sortes de hoquets, hein, de phrases à rallonge. C'est très particulier. Que ses yeux ressemblassent à ceux de Morella, je devais le supporter, mais aussi il pénétrait trop souvent dans les profondeurs de mon âme, avec l'étrange et intense pensée de Morella elle-même, et dans le contour de son front élevé, et dans les boucles de sa chevelure soyeuse, et dans ses doigts pâles qui s'y plongeaient d'habitude, et dans le timbre grave et musical de sa parole, et par-dessus tout, par-dessus tout, dans les phrases et les expressions de la morte sur les lèvres de l'aimée, de la vivante. Je trouvais un aliment pour une horrible pensée dévorante, pour un ver qui ne voulait pas mourir. Voilà, on a ces sortes de phrases qui s'allongent, et ça, finalement, Lovecraft ne le fait pas tellement. Et je trouve ça très marrant. On l'a de plus en plus, je trouve, dans les textes d'Edgar Poe. Alors peut-être, là aussi, chose assez croustillante, on a tout de même certaines tortures de l'esprit, et là, ça devient assez intense. D'abord, bien sûr, donc Morella agonise. Alors c'est une femme remplie de culture, remplie de savoir, mais peu à peu, elle est prise d'un mal dont on ignore tout, mais en tout cas, elle finit par dépérir. Et pendant son agonie, on a ce fameux passage « Dirais-je que j'aspirais avec un désir intense et dévorant au moment de la mort de Morella ?» Donc on a le désir de la mort de l'autre, sentiment pas très avouable. Et quand arrive justement la croissance de sa fille, on a quelques propos qui sont parfois assez surprenants. Et comme les années se déroulaient, et comme chaque jour je contemplais son sein, son doux, son éloquent visage, et comme j'étudiais ses formes mûrissantes. La phrase est presque flippante. C'est-à-dire que le père contemple les formes mûrissantes de sa fille,
En effet, là, on commence à comprendre que après le désir de la mort de la mère, il peut y avoir également le désir de la fille, et à travers le désir sexuel de la fille, il y a le désir de la défunte. On est sur des terres de plus en plus morbides, hein. Donc il y a le désir de mort, le désir plus ou moins d'inceste qui se glisse. On comprend que ce texte devienne un peu sulfureux, hein, à l'usage. Et qu'il ait pu intéresser, bien sûr, une personnalité comme Baudelaire et plus tard comme Lovecraft. Mais bon, ce n'est pas tellement sur ce terrain-là que j'ai envie de glisser, hein, sur le texte, mais plutôt sur un aspect bien intéressant qui est la composition musicale, car là aussi nous avons quelque chose d'absolument passionnant. Car si nous prenons la correspondance en notes du nom de Morella, puisque c'est un peu le système que je propose, de partir d'un nom propre et de le traduire en notes de musique pour m'en servir de base à la composition. Si nous prenons le nom de Morella, qui est donc le nom phare, le nom clé de l'histoire bien sûr, nous obtenons ce thème-ci. Allez, comme d'habitude, je vous le rejoue. Là aussi, comme d'habitude, j'allais dire, ce thème n'est pas très inspirant. Que pourrait-on trouver là-dessus? C'est pas évident. Alors, à partir de là, il va falloir trouver, c'est un peu ma manière de fonctionner, de trouver les fameux accords. Quels accords pourraient soutenir cette mélodie? Je suis parti de l'idée qu'il fallait une présentation un peu romantique, puisque finalement Morella est une image féminine versée dans la littérature, et qu'il y avait un rapport très amoureux entre Morella et le narrateur. Donc une présentation, des harmonies, des enchaînements assez conventionnels, plus ou moins conventionnels, mais en tout cas qui développent le sentiment, hein, des sentiments exacerbés. Voilà, pour la première note, le Si, un accord parfait mineur de Mi. Au-dessus du La, un accord de septième diminué, qui va très bien. Pour le Do, un accord de neuvième, très tendu, mais très romantique, justement. Donc tout ça s'enchaîne bien. Merveilleux. On arrive au Sol, on récupère l'accord de Mi, et puis sur le... Alors, le fameux Sol bémol, en fait, le Sol bémol peut également se noter, puisque c'est un Sol que l'on descend, on peut également le noter comme un Fa que l'on monte. C'est ce qu'on appelle une enharmonie. Donc Sol bémol peut également s'orthographier Fa dièse. Si bien que le thème Si, La, Do, Sol, Sol bémol, Si peut également s'orthographier Si, La, Do, Sol, Fa dièse, Si. Dans le contexte de Mi mineur, on a besoin d'un Fa dièse et pas d'un Sol bémol. Ça, c'est une histoire de grammaire musicale, hein, et donc d'orthographe. Donc, Fa dièse. Comment harmoniser le Fa dièse? On vient de là. Sur ce fameux Fa dièse, j'aime beaucoup quelque chose qui fait penser à Verdi. Un accord assez tendu qui appelle la résolution. On a ça dans le Trouvère de Verdi. Cette fameuse terminaison.
justement demande deux fa dièse. Premier, deuxième. Alors reprenons du Verdi. C'est romantique après tout, hein, ça tombe bien. Et le dernier si du thème permet de reprendre la mélodie. Alors voilà, ça c'est à peu près pour trouver la carcasse. Maintenant, si on veut faire quelque chose de bien romantique, c'est un peu froid, hein, faut quand même bien avouer les choses. C'est pas très chantant non plus, hein, on n'est pas encore dans une phrase bien romantique. Donc il faut peut-être trouver des notes ornementales, peut-être des broderies, peut-être des notes de passage, qui donnent un peu plus de liant. Et puis il faut trouver un rythme aussi. Alors pourquoi pas quelque chose comme ceci. On peut répéter le La par exemple. Et puis entre le La et le Do, entre la note numéro 2 et la note numéro 3, on peut très bien, entre le La et le Do, on peut passer par le Si. Pourquoi pas? Donc, ça nous donnerait... C'est déjà un peu plus chantant. Et puis après, on doit aller du Do vers le Sol. Eh bien, entre le Do et le Sol, il y a Si La. Pourquoi bêtement passer du Do au Sol? On peut très bien faire... C'est plat. Beaucoup plus intéressant de passer par les notes de passage. Au final... c'est un peu mieux. Et puis bien sûr, la terminaison... si j'enchaîne tout... Voilà quelque chose de bien romantique. Or, il existe dans la musique tonale ce que l'on appelle le ton principal, qui est le ton du morceau, et ce que l'on appelle le ton relatif. Alors le ton relatif, c'est un peu particulier, c'est un ton qui va être du mode opposé, mais qui possède exactement les mêmes notes que le ton principal. Ça veut dire que pour tout morceau composé dans un mode mineur, il existe un mode majeur qui possède exactement les mêmes notes. Et inversement, pour tout morceau en mode majeur, il existe un mode mineur qui contient exactement les mêmes notes. Ça marche par exemple avec, prenons un exemple, prenons Fa dièse mineur. Quand je joue la gamme de Fa dièse mineur, j'ai besoin de... j'ai besoin du Fa dièse, du Sol dièse et du Do dièse. La dernière note n'étant que la répétition de la première. Donc en fait j'ai 3 dièses en Fa dièse mineur. Couleur un peu triste, un peu fermée. Voilà. Or, puisqu'il existe un mode relatif, il va donc exister un mode, une tonalité du mode opposé, donc majeur, mais qui va comporter exactement les mêmes notes, mieux que ça, qui va comporter exactement les mêmes dièses, Fa, Sol et Do. Cette autre tonalité, c'est La majeure. Et on peut faire la vérification. En La majeure, beaucoup plus clair, beaucoup plus lumineux, hein. Nous avons Do dièse, Fa dièse, Sol dièse, hein, les deux notes qu'on avait tout à l'heure en Fa dièse mineur. Si bien qu'un morceau, très souvent un morceau, alors les musiciens classiques adorent cela depuis l'époque baroque en fait, donc même bien avant le classique, on aime bien basculer du mineur au majeur ou du majeur au mineur. Hein. Un exemple archi connu, que tout le monde connaît. Do majeur.
toujours Do majeur. Et là, on vient de basculer en La mineur. Eh bien, l'accord de La mineur, ou la tonalité de La mineur, est le ton relatif de Do majeur de la Marseillaise. Après, ça va encore dériver, hein, mais bon, c'est pour vous montrer que dans beaucoup de morceaux, même assez communs comme la Marseillaise, pas si commun que ça d'ailleurs, on peut trouver ce genre de bascule. Donc, retournons à Morella. Le but du jeu va être de reprendre exactement la même carcasse de notes, mais non plus harmonisé dans le ton principal, mais de glisser vers le ton relatif. Le ton relatif de Mi mineur, c'est Sol majeur. Et rebelote, il va falloir chercher des harmonies. Alors là, je reprends un peu les mêmes idées. Toujours l'accord Verdi. Si bien que je peux enchaîner finalement 2 fois le même thème, mais qui comportera des harmonies différentes, donc des couleurs différentes. On commence d'abord en Mi mineur, puis on va vers le relatif Sol majeur. Allez, encore en Mi mineur. Glissons en Sol. Et là, on peut revenir dans la tonalité principale. Alors bon, ça c'est bien gentil, mais c'est déjà un résultat, c'est déjà un aboutissement. Ce serait bien d'installer les choses, et puis on ne peut pas jouer ça de façon romantique, hein. Non, 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 Morella, c'est une œuvre, certes un peu teintée de romantisme, mais tout de même un tout petit peu morbide. Donc il faut peut-être trouver un accompagnement un peu plus stable, un peu plus ancré. Donc je me suis dit, il faut trouver quelque chose de... Tiens, et si peut-être on trouvait un petit motif qui accompagne. Simplement une quinte à vide. Oui. Pourquoi pas? Oh. Nous y voilà. Ce serait bien si... Parce que, en fait, le but, c'est de construire un morceau. Il faut le construire, donc, avec un début, un milieu, une fin. Donc, au début, on pourrait peut-être simplement installer ça. Et après, enchaîner avec un tout petit développement. Ouais, c'est gentil, mais on va pas rester 2 heures là-dessus non plus, hein. Eh ben si je prenais la deuxième harmonie de mon thème. Et je décale le motif. Pas mal, mais on peut être... C'est déjà du développement, on peut développer, mais un tout petit peu moins. En restant en fait sur la base de Mi en bas. Et puis je vais pas répéter 2 fois la même chose, c'est un peu lassant, il faudra peut-être trouver une autre formule.
oui, là on commence à tenir quelque chose d'intéressant. Oui, ça commence à être bien. Même, tiens, allons même un peu plus loin, on peut même proposer un petit balancement à la main gauche. Beaucoup plus intéressant, même encore plus intéressant, décalons. Là, nous sommes je passe sur les aspects techniques, on est sur une mesure ici ternaire, ainsi de suite. Il peut être intéressant d'avoir un duolet, un petit décalage rythmique. J'accentue, je le caricature, mais c'est un peu l'idée. Il y a ce si qui vient un peu perturber dans la rythmique la main droite. Alors ça y est, on commence à avoir quelque chose qui peut ressembler à une introduction. D'abord, présentation simple. Puis on installe la rythmique. Et ensuite, on accroît le phénomène avec la basse qui s'articule et le deuxième accord qui arrive. Ça y est, on peut lancer la musique. À partir de là, j'ai trouvé un petit thème que j'utilise avec une sonorité de clarinette qui donne une sorte de contre-champ à tout ceci. Voilà, une fois que j'ai lancé tout ça, les accords d'introduction, le petit contre-champ qui arrive à la clarinette, on peut enfin attaquer la présentation. Etc. Le thème romantique avec le contre-champ et la partie accompagnement. Ça y est. Puis la bascule vers le relatif, sol majeur. Le relatif. Puis le retour vers le thème principal en mi mineur. Etc. Et plus on avance au retour à la structure, et on doit arriver vers le final qui doit faire entendre mon prénom. Sauf que là, les notes telles quelles ne vont pas du tout. C'est complètement faux. Donc il faut un tout petit peu arranger. Et c'est là où c'est géant, où le cerveau humain, l'oreille humaine est fantastique. C'est que, à force d'avoir entendu ce thème que vous entendez certainement depuis de nombreuses années, à travers... dans Lovecraft, que vous entendez... dans Maupassant, donc vous le connaissez très bien, je pense. Je peux me permettre de changer ces notes, je peux me permettre de lui infliger des distorsions, vous allez quand même le reconnaître. Ce n'est pas le même, ce ne sont pas les mêmes notes. L'enchaînement n'est pas toujours identique, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les intervalles ne sont pas exactement les mêmes. Et pourtant, c'est la même structure de son, la même structure rythmique, ça aide beaucoup. Et puis parfois quand même des intervalles plus ou moins conjoints ou plus ou moins disjoints. Hein. Au lieu de faire, je fais, ça y ressemble beaucoup. Tout ça sur la rythmique. Et
et ça va très bien passer. Enfin arrive, vers le final, le thème Edgar Allan Poe, enfin même plutôt P-O-E, P-O-E. Et alors là-dessus... Et là, on peut placer les grandes harmonies de Poe pour revenir la thématique principale, en fait, au motif d'accompagnement principal. Et là, vous avez toute la structure du morceau final qui commence par par les fameux accords réduits à leur plus simple expression. Le condensé de l'accompagnement. Puis on développe. Puis on développe. Et puis de développement en développement, on arrive au fameux thème Mi mineur, le thème Sol majeur, retour au thème Sol mineur, puis la machine s'emballe, accélération pour lancer... mon nom, ma signature, et juste derrière ma signature retentit... le thème Poe. Et pour revenir de façon, et cette fois-ci en rassemblant de manière plus compacte, les éléments vers un ralenti, un dépouillement des instruments, vers la conclusion finale. Voilà, vous avez à peu près toute la progression, toutes les idées, comment on part en fait d'un simple matériau. Morella, comment on en construit tout un morceau. Je vous laisse en présence d'une petite vidéo qui vous montre tous les instruments tels que je les ai empilés pour obtenir tout ça. Bonne écoute!